Bonjour à tous, on va donc faire des révisions sur les cheveux. Alors, première chose, on va commencer par rappeler ce que c'est qu'une cellule, parce que je vous rappelle que les cheveux sont constitués de cellules ainsi que tout le reste du corps. Alors, on a donc dans cette cellule, vous allez devoir travailler pour cette séance, un minimum. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre des pauses, de prendre un crayon et une feuille et du coup de m'écrire les légendes des schémas, ainsi que tout ce que vous connaissez sur ce schéma. Bien, premier schéma, la cellule. Alors, je vous laisse quelques temps pour mettre pause et pour écrire tout ce que vous connaissez sur cette cellule. Bien, alors j'espère que vous avez trouvé au moins le noyau. Dans le noyau, vous avez plusieurs choses. Vous avez une membrane nucléaire, c'est ce qui entoure le noyau, c'est toute la membrane autour du noyau. En- au centre du noyau, vous avez une nucléole. Euh, c'est pas situé, enfin c'est pas mis dans tous les noyaux, mais enfin pas dans tous les schémas plutôt. Il y en a dans tous les noyaux, mais il n'y en a pas dans tous les schémas. Mais bon, c'est pas mal de savoir que c'est une nucléaire, ou au moins vous n'êtes pas perdu comme ça. Et le port nucléaire, c'est les petits trous qui permettent de faire rentrer et sortir tout ce qui se trouve dans le noyau. Et donc tout ça, c'est le noyau. Ensuite, on a de l'autre côté les réticulums endoplasmiques rugueux et les ribosomes. Les ribosomes, c'est les petits points noirs qu'on voit partout. L'appareil de Golgi, je suis pas hyper d'accord avec eux, c'est plutôt ceci. Donc le truc rouge qu'ils ont mis. Ensuite, on a les centrioles. Je rappelle que les centrioles, donc c'est ce qui permet de maintenir tout ce qu'il y a dans la cellule à sa place. Donc elle repousse en permanence tout ce qui se passe pour que tout soit bien à sa place. Et puis les centrioles, elles vont avoir un grand rôle dans la mitose, la division cellulaire. Ensuite, on voit des lysosomes. Les lysosomes, ils vont permettre de manger tout ce qui traîne dans la cellule qui n'a rien à y faire. Et puis, ils ont aussi une fonction pour fabriquer des choses. Mais on ne va pas trop s'arrêter. Sachez juste que c'est des lysosomes. Évidemment, la flotte dans laquelle baigne tout ça, c'est le cytoplasme. Et puis, en dernier, la membrane plasmique. Euh, la membrane classique, donc l'ensemble, enfin la membrane qui maintient le tout sous forme de cellules. Les mitochondries, ça permet donc de faire de l'énergie dans la cellule. On les représente très souvent sous forme de crêtes comme ça, différentes petites crêtes à l'intérieur d'un petit haricot, d'une petite cosse de haricot. Et puis ici, on a un réticulum endoplasmique lisse. Euh, le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique granuleux, ils ont toujours la même, ils servent à la même chose, ils servent à transporter des bouts de protéines qui sont pas encore tout à fait finis. Les ribosomes, ils servent à fabriquer les protéines. Le noyau, donc c'est le chef de la cellule. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et en dernier, l'appareil de Golgi, il sert à emballer les protéines. Donc, si vous ne connaissez pas tout ce schéma, la base de la base qu'il faut quand même retenir, je vous ai mis à côté. Donc, c'est noyau, cytoplasme et membrane. Si vous ne savez pas ça, c'est mal barré. Ensuite, on a vu qu'il se passait des choses à la puberté. Vous avez des choses qui changent dans le corps au moment de la puberté. D'où est-ce que ça vient? Comment ça se passe? Voilà, je vous laisse quelques instants pour au moins formuler ça dans votre tête. De l'autre côté, vous avez
un spermatozoïde qui rencontre une ovule qui fait un œuf. Cet œuf, il est fécondé donc du coup et il va grossir, etc., etc. Au départ, donc on a la même cellule et qui va se diviser en 2, puis 4, etc., etc., pour former donc le fœtus et puis l'humain qui va derrière. Ces cellules de départ, on les appelle des cellules souches. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'elles peuvent former absolument toutes les autres cellules. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle cette formation de cellules diverses et variées? À la puberté, vous avez des hormones qui changent le corps et qui font grandir en l'occurrence, mais il y a aussi quelque chose qui change par rapport aux cheveux. J'espère que vous vous souvenez qu'on passe d'un cheveu avec, enfin sans moelle, à un cheveu avec de la moelle à l'intérieur. Donc vous pouvez même avoir un changement de forme du cheveu. Ok, ensuite la différenciation cellulaire. Vous avez donc une cellule souche qui va en donner plusieurs autres et qui vont se différencier. Donc elles vont se spécialiser, chacune par rapport à là où elles se trouvent, et elles vont former toutes les cellules très diverses du corps. Vous pouvez avoir des cellules, comme on le voit, des cheveux, des glandes, etc., etc. Ok, alors j'espère que quand je vous dis structure de la peau, vous me dites épiderme, derme, hypoderme. Ça, j'espère qu'on va pas trop revenir dessus. Là, vous avez un schéma de l'épiderme. Je vous laisse quelques instants pour me remettre toutes les couches de l'épiderme ainsi que toutes les cellules qu'on voit dans cet épiderme. Bien, alors évidemment, tout en bas, on aura le derme. C'est pas le problème. Alors oui, c'est marqué en latin. Je sais pas pourquoi. Des fois, ils aiment bien mettre du latin. Donc, la première couche, c'est la couche basale. Évidemment, en dessous, le petit trait rouge, eh bien, ça sera la membrane basale. Au-dessus, la couche du dessus, ce sera la couche spineuse. Pourquoi couche spineuse? Parce que il y a plein de petites aiguilles qu'on voit au microscope qui maintiennent les cellules les unes avec les autres. La couche granuleuse qui a des petites granules à l'intérieur des cellules. D'ailleurs, on les voit ici. Ensuite, ce qui n'est pas noté, c'est la couche claire ou lucide. Donc là, au microscope, on ne voit plus les cellules parce qu'elles sont pleines de kératine. Et pour finir, la couche cornée euh, qui est au-dessus. Je rappelle que dans certains schémas, euh, on divise la couche cornée en deux. On a la couche cornée basique et au-dessus, quand les cellules commencent à s'en aller, on appelle cela la couche desquamante. Alors, de l'autre côté, vous avez les cellules. On va faire du bas en haut. Première chose, on a donc en bas la cellule de Merkel. La cellule de Merkel, donc ça va être pour la sensation tactile fine. Ensuite, on aura le mélanocyte. On le reconnaît parce qu'il est un peu noir. Et donc, du coup, le mélanocyte, il va fabriquer de la mélanine dans des mélanosomes et il va les distribuer à toutes les cellules qu'il y a autour. Pourquoi il distribue ça? Pour former des couches protectrices au-dessus de chacun des noyaux. Plus il y a de mélanine, plus le soleil ne passe pas, enfin, plus ça fait une bonne protection au soleil, et donc du coup, les rayons du soleil ne viennent pas détruire le noyau. Et plus il y a de mélanine, plus notre peau fonce.
vous pouvez avoir de plus en plus de mélanine euh, parce que le soleil active la production de mélanine. Ensuite, au-dessus, on a une cellule de Langerhans. Une cellule de Langerhans, c'est la première qui essaye de voir s'il y a des intrus qui rentrent dans la peau, donc des virus, des microbes, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, elle agit aussi sur les allergies. Alors, s'il y a des choses qui rentrent dans la peau qui devraient, enfin, qui peuvent être là, par exemple, je sais pas, un petit grain de pollen qui se pose au-dessus, etc., etc., eh bien, parfois, les cellules de Langerhans réagissent trop fort et donc, du coup, la personne est allergique au pollen ou à plein de choses, peu importe. Et pour finir, on a les kératinocytes. Alors, je rappelle que la couche basale, tout en bas, il y a des kératinocytes qui se divisent en permanence. Du coup, il y en a toujours qui montent petit à petit dans les différentes couches. Ces kératinocytes produisent de la kératine et du coup, les kératinocytes se blindent de kératine. Petit à petit, en passant dans les couches, ils perdent leur noyau. Et pour finir, on peut ils se transforment en cornéocytes, qui sont des cellules pleines de kératine, complètement mortes. Et puis voilà. Bien, bien, bien. On va passer à ce superbe schéma. Alors, schéma de la peau, mais je vais vous demander du coup de me noter tout ce que vous connaissez là-dessus. Et puis, voilà. J'espère que vous avez eu le temps. On va passer à la correction. Alors, de bas en haut, on a en premier les nerfs. Donc là, on a un récepteur nerveux. Alors, vous devez connaître à peu près leur forme et là où ils vont. Donc là, on a un récepteur plutôt profond. Je dirais du coup un récepteur à la pression. Quand on appuie sur la peau, eh ben, c'est un de ceux qui donne l'information comme quoi il y a quelque chose qui appuie sur la peau. Ensuite, on a les veines et les artères. Les veines en bleu, les artères en rouge. Je vous rappelle que pourquoi bleu et rouge? Parce que le sang d'un côté arrive avec de l'oxygène, donc il est rouge, et il donne cet oxygène aux différentes cellules qu'il est venu voir, surtout celle de la couche basale, et du coup il reprend le dioxyde de carbone, donc devient bleu violacé. Ensuite, on a la glande sudoripare. Glande sudoripare, à quoi ça sert? Ça produit de la sueur. La sueur, c'est un liquide, c'est surtout de l'eau qui va s'évaporer euh, à l'extérieur de la peau. Et quand ça s'évapore, eh bien, ça fait baisser le corps en température. Le follicule pileux, donc ça, c'est votre poil. On le verra plus tard. Ensuite, la glande sébacée qui produit du coup du sébum. Le sébum sert à plusieurs choses. D'une part, enfin, il sert de protection, mais d'une part, il sert de protection à la peau. Il va se mélanger à la sueur pour former le film hydrolipidique qui va protéger la peau, la nourrir, la rendre souple, etc., etc., pas trop sèche. Et puis, il va aussi protéger les cheveux, et surtout enfin, les poils et les cheveux. Ensuite, on a donc les différentes couches que l'on a dedans. Donc, hypoderme, derme, épiderme. On a vu l'épiderme. Je vous rappelle que le derme, c'est une couche avec au-dessus le corps papillaire, l'endroit où il y a tous les vaisseaux. Et puis en dessous, là c'est représenté en rose, on a une couche pleine de fibres élastiques. Donc c'est ça qui donne l'élasticité à la peau. Et en dessous, l'hypoderme, donc c'est une couche de graisse. Donc ça fait des petits lobules, ça s'appelle. Et c'est des adipocytes, des cellules qui forment du gras. Donc des adipocytes les uns avec les autres, qui forment du coup une petite boule qu'on appelle un lobule. Bien, on arrive sur la structure du
cheveux. Alors là, j'espère que vous le connaissez tous, je n'ai même pas besoin de le cacher. Cuticule, cortex, moelle, qu'on appelle aussi parfois canal médulaire. J'ai fait exprès de ne pas reprendre tous les schémas que j'avais dans mes cours, juste pour vous habituer à d'autres schémas au cas où vous en verriez d'autres. Alors, je rappelle, hein, la cuticule, donc c'est de la kératine amorphe. C'est donc de la kératine qui est mise dans tous les sens, il n'y a que de la kératine. C'est donc du coup, on voit à travers normalement, et c'est des écailles. Ensuite, vous avez le cortex qui est constitué de kératine fibreuse et de mélanine. Donc ça donne de la couleur aux cheveux. La kératine fibreuse, je rappelle, c'est des molécules de kératine toutes dans le même sens. Et pour finir, vous avez la moelle qui, chez l'humain, sert à pas grand-chose ou on ne le sait toujours pas. C'est juste un canal avec des cellules mortes, de l'eau, de l'air, etc., etc. euh, au centre du cheveu. Je rappelle donc du coup qui apparaît à la puberté. On va passer à la structure du cheveu. Je vous laisse quelques instants pour reprendre ça, enfin essayer de me retrouver tout ce qu'il y a là-dedans. En premier, donc je vous ai laissé l'ostium folliculaire parce qu'on l'a jamais trop vu, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. En gros, l'ostium folliculaire, c'est juste l'entrée, enfin le trou pour le cheveu. Ensuite, on a l'épiderme avec, pour le coup, trois couches. Donc on a la couche basale, les différentes couches qu'il y a entre les deux, et juste la couche cornée en noir épais au-dessus. Dès que cet épiderme il s'enfonce pour aller faire la gaine du poil, on appelle ceci la gaine épithéliale externe. Ensuite, on a la gaine épithéliale interne. Il y a deux parties dans la gaine épithéliale interne, la couche de Henle et la couche de Huxley. Ensuite, on a la papille. La papille, c'est là que tout se passe. Donc, on a une couche basale qui produit des kératinocytes en grande quantité. Ces kératinocytes, ils grimpent, enfin ils sont poussés petit à petit dans la gaine du cheveu et donc du coup ils vont former le cheveu. On n'oublie pas de dire qu'il y a des veines et des artères. Là, il y a juste marqué vascularité. Vasculaire, hein, c'est tout ce qui est veines et artères et donc du coup qui amène le sang jusqu'à la papille parce qu'elle en a besoin de beaucoup. Le bulbe pileux, c'est le renflement du cheveu à la base. On a le muscle horripilateur qui sert à euh, lever le cheveu en cas de froid ou en cas de peur. C'est des mécanismes qui nous restent d'il y a très longtemps euh, selon la théorie de l'évolution, c'est le même mécanisme qui fait que les chats doublent de volume. Et ben, ça pourrait servir presque à ça, mais avec nos petits poils là, de nos jours, ça ne nous sert plus à grand chose. On a la glande sébacée, donc qui est très souvent sur le cheveu. Alors il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, ça dépend des schémas. Des fois ils la mettent même pas. Donc soyez pas perturbés par ceci. La glande sébacée qui va fabriquer du sébum, comme on l'a déjà dit, qui va protéger le cheveu. On retrouve nos trois parties du cheveu, donc la moelle, l'écorce et la cuticule. Je rappelle que parfois on appelle ça l'écorce, c'est comme ça. Et donc tout ça forme le cheveu, le poil ou la tige pilaire, c'est la même chose. Et pour finir, on s'arrêtera à celui-là de schéma, c'est tout ce qu'on a dans le cheveu. Je vous laisse quelques instants pour me noter le plus d'informations ou pour au moins vous les donner dans votre tête.
Bien. Alors, vous avez une hélice formée de 4 chaînes de kératine. Je rappelle que vous avez de la kératine, donc un assemblage d'acides amidés qui contient de la cystéine. Et cette kératine, donc elle forme des chaînes qui vont s'enrouler ensemble pour former du coup une protofibrille. Donc 4 pour former une protofibrille. Des protofibrilles, vous en avez 11 ensemble pour former ce qu'on appelle une microfibrille. Et pour finir, ces microfibrilles, vous en avez des centaines qui se mettent les unes avec les autres pour former une macrofibrille. Cette macrofibrille, euh, vous en aurez des centaines et des milliers pour former du coup une cellule du cortex. Et du coup, ces cellules du cortex, vous en aurez plein de nouveaux hein, pour former le cheveu en entier. C'est Et là, donc, on revoit donc évidemment les cellules du cortex, la cuticule avec ses écailles. Très bien, on va s'arrêter là. J'espère que vous connaissez tout ça sur le bout des doigts. Si ce n'est pas le cas, je vous enjoins à réécouter cette vidéo tous les jours, euh, 24 heures sur 24, etc., etc. Non, c'est faux. Mais bon, enfin voilà, à l'apprendre. Et je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Au revoir.